Bon, on arrive au cervelet. Donc le cervelet, c'est la structure encéphalique la plus volumineuse, si on peut dire, de l'encéphale, encéphalique la plus volumineuse derrière le cerveau, évidemment. Hein. Donc vous voyez ici le cerveau qui chapeaute tout. Voilà le tronc cérébral, voilà le diencéphale qu'on vient de décrire, et voilà donc le cervelet qui est cette masse assez volumineuse qui est située donc sous le lobe occipital. Elle est nichée sous le lobe occipital, derrière le tronc cérébral, comme vous voyez. Et regardez, elle est reliée, elle est placée en dérivation avec les autres structures de l'encéphale, et elle est reliée à l'encéphale par le pont de Varol. C'est peut-être de là où il tient son nom, ce pont de Varol. En fait, il fait le pont entre la moelle, le bulbe et les autres parties de l'encéphale, d'une part, et entre l'encéphale et le cervelet d'autre part. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas un lien, il n'y a pas un pont extérieur entre le cervelet et le cortex, ni entre le cervelet et la moelle épinière. Ça se fait à travers le pont par des pédoncules, des fibres d'axone, appelés pédoncules. Il y a 3 pédoncules appelés les pédoncules cérébelleux qui vont relier dans un sens ou dans un autre le cervelet aux voies ascendantes et aux voies descendantes, et c'est ce qui permet au cervelet de jouer un rôle dans la coordination des mouvements et dans le maintien de l'équilibre. C'est ça, vraiment, c'est une structure motrice par excellence. On va voir un peu la de plus près un peu la morphologie de ce cervelet. Donc regardez, je vous ai parlé de pédoncule cérébelleux. Voilà un de ces pédoncules qui fait le lien, si vous voulez, qui va des axones qui se projettent vers le cervelet pour lui donner des informations dont il a besoin pour assurer son rôle. Et aussi, il y a des fibres qui vont sortir des cellules cérébelleuses à travers aussi ces pédoncules et pour être réparties aux autres, voilà un autre pédoncule, qu'on voit le bout ici, aux autres parties de l'encéphale. Donc, comme morphologie, le cervelet est formé de substances grise, donc comme le cerveau, la substance grise, elle est vers l'extérieur, elle couvre une substance blanche, donc les corps cellulaires. Là, il y a 3 couches, si vous voulez, de cellules, de corps cellulaires de neurones, très riches évidemment, et donc il y a des replis, tellement il y a un nombre très élevé, donc pour avoir la place. La substance grise du cerveau, elle forme des replis appelés les lamelles pour les différencier, ne serait-ce que par la nomenclature des circonvolutions du cerveau, de la substance grise du cerveau. Donc, ces lamelles couvrent une substance blanche, regardez, elle est là, et dans la substance blanche, sur ce schéma-là, on voit qu'il y a des noyaux, des accumulations, des noyaux éparpillés de substances, de neurones de substances grises. Et donc, l'intégration au niveau du cervelet va se faire au niveau de la substance grise, de ces différentes couches de cellules dont je vous ai parlé, les cellules de Purkinje, les cellules granulaires, la couche moléculaire, etc., des cellules en panier. On ne va pas rentrer dans ces détails, mais pour vous rapprocher un peu de la réalité. Et donc, leurs axones forment la substance blanche que vous voyez ici plus clair du cervelet, et à l'intérieur du cervelet, il y a d'autres cellules, d'autres corps cellulaires, d'autres axones qui vont aussi participer à l'intégration au niveau du cervelet. Et tout ce qui se rapporte au cervelet, on lui donne le nom cérébelleux. Tout ce qui se rapporte au cerveau, on dit cérébral. Tout ce qui se rapporte au cortex cérébral, on dit cortical. Tout ce qui se rapporte à la moelle épinière, on dit médulaire ou rachidien, etc., etc. Ok, donc cette disposition ici de la substance grise et qui couvre la substance blanche avec toutes ces ramifications des axones, ça s'appelle l'arbre de vie. C'est vraiment pour votre culture. Donc on a un cortex cérébelleux qui est formé de substances grises et on a une substance blanche qui contient des noyaux cérébelleux. Voilà, donc
Évidemment, il y a une symétrie, donc il y a un côté droit, il y a un côté gauche, comme toutes les structures de l'encéphale. Donc ce cervelet, on va voir comment, par des exemples, par une description, mais très très rapide, euh, des exemples qui vont nous donner les informations qui va justifier que ce cervelet a un rôle dans le mouvement, dans la coordination du mouvement, dans la correction du mouvement, donc dans l'établissement d'un programme de mouvement volontaire, ainsi qu'un rôle dans l'équilibration, le rôle de la régulation de l'équilibration et du tonus musculaire. Et ça, c'est son côté, si vous voulez, de participation dans la motricité involontaire. D'ailleurs, le tonus et l'équilibration, c'est la base de toute motricité, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Donc, pour vous donner des exemples, comme je vous ai dit, le cervelet, c'est un centre moteur de l'encéphale, il est relié, il participe à des activités motrices nécessaires à la coordination des mouvements, au maintien de la posture et à l'équilibration. Comme exemple de coordination, par exemple, si on a un programme moteur quand on joue du piano. Donc ça, c'est une activité motrice qui demande beaucoup d'habileté, qui demande une rapidité dans la coordination des contractions musculaires. Là, on fait un mouvement, il faut retarder le mouvement pour qu'un autre mouvement passe. Hein. Vous imaginez un peu le mouvement des doigts sur un piano. Donc, cette coordination des mouvements, si le cervelet est atteint, ça va être très très difficile pour notre cerveau, pour notre cortex moteur, pour que les autres structures motrices puissent assurer ce rôle. D'accord? Dans la précision du mouvement, un exemple. Vous voulez vous gratter le bout du nez. Maintenant, c'est pas très conseillé de vous gratter le visage sans vous laver les mains, mais bon, on va donner l'exemple. Bon, on va gratter vraiment le bout du nez. Cette précision dans le mouvement, c'est le cervelet, ou certaines structures du cervelet. Évidemment, comme dans les autres structures, il y a des régions, il y a dans chaque région du cortex cérébelleux a une fonction bien déterminée parce qu'elle a des projections bien déterminées pour pouvoir assurer une fonction bien déterminée. Mais grosso modo, hein, on parle du cervelet en tant que structure complète, tout en sachant qu'il y a des différentes régions, différents noyaux, différentes régions dans chaque noyau, dans chaque partie du cortex, etc., responsables de telle ou telle ou telle partie. D'accord? Donc, cette précision dans le mouvement, si le cervelet est lésé, on va la perdre. Dans l'équilibration, par exemple, parce qu'il reçoit ce cervelet, ou bien certaines parties du cervelet, vont recevoir toutes les informations à partir de notre vestibule, de notre oreille interne, via les noyaux vestibulaires qui se situent au niveau du bulbe. Hein, il va intégrer toutes ces informations et il va participer au maintien de l'équilibration de l'organisme en intégrant ces informations qui lui arrivent à partir des noyaux vestibulaires qui, eux, sont liés au vestibule de notre oreille interne. Il va intégrer, il va renvoyer l'information à ce même noyau vestibulaire qui est le lieu de naissance du faisceau vestibulo-spinal, qui va ramener ces informations vers la moelle épinière, vers les motoneurones alpha et gamma pour contrôler notre tonus musculaire dans les conditions de l'équilibration homéostasique. Physiologique, je veux dire. D'accord? Voilà, il est aussi impliqué dans l'apprentissage et dans la mémorisation, surtout, hein, en général, hein, mais surtout dans l'apprentissage des actes moteurs et dans la mémorisation, dans l'automatisation des actes moteurs. On a appris à faire du vélo, hein, on a appris à conduire la voiture, à acquérir ses réflexes. Si vous voulez, cette automatisation dans le mouvement, c'est fini, c'est pour la vie. S'il y a une lésion dans le cervelet, on va avoir des problèmes dans la motricité apprise et automatisée. Voilà. Donc, on a parlé que de la motricité, mais si on stimule le cervelet, ça n'entraîne aucun mouvement, hein, aucune sensation. Si on enlève le cervelet, on n'est pas paralysé, d'accord? Mais on va avoir des anomalies, aussi bien dans la sensibilité, mais surtout des troubles d'ordre moteur. Surtout des troubles d'ordre moteur. Voilà. S'il y a des lésions au niveau du cervelet, ou bien s'il y a une ablation du cervelet, on tombe dans un syndrome appelé le syndrome cérébelleux. Évidemment, on n'a pas fait l'expérimentation chez l'homme. Chez l'homme, on a fait des observations, des lésions qui peuvent
qui peuvent survenir au niveau du cervelet, et on voit quelles sont les fonctions qu'on perd, quelles sont les fonctions qui sont perturbées, et on déduit, voilà, le cervelet, il est responsable, ou telle région du cervelet est responsable de telle fonction. Chez le singe, chez les primates, on a fait l'expérience d'une ablation du cervelet et le syndrome cérébelleux qui ressemble beaucoup au syndrome cérébelleux humain. On va avoir des troubles de l'équilibre qui se traduisent par une instabilité de la station debout. On a beaucoup parlé de la station debout qu'on peut vaincre la pesanteur pour avoir la posture avec le réflexe myotatique. Et donc, il y a un droit de regard et de contrôle de ce cervelet sur ce réflexe myotatique par les voies extrapyramidales. Donc, si on a des lésions au niveau du cervelet, on marche comme si on est ivre, une démarche ébrieuse. On a une hypotonie, on devient plutôt flasque, on n'a pas vraiment le tonus qu'on doit avoir pour notre motricité de repos ou notre motricité en déplacement, d'accord? Donc ça veut dire que une grande partie du cervelet a une influence plutôt facilitatrice de tonus. Quand on l'enlève, on a un tonus qui va diminuer. Si dans le syndrome cérébelleux, il y a une ablation du cervelet, une lésion très importante du cervelet, on va avoir des problèmes dans la précision du mouvement. On a dit, il y a la coordination et la précision du mouvement. Donc, on va avoir une dyschronométrie, c'est-à-dire un retard. Je veux prendre mon crayon, Très bien, j'ai pris la décision. La décision ne se fait pas au niveau du cervelet, elle se fait au niveau du cortex. Très bien. Très bien, j'ai pris la décision, mais il y a un retard dans le déclenchement et dans l'arrêt du mouvement. Donc, cette coordination dans le mouvement, son siège est le cervelet. Il y a aussi une dysmétrie dans le syndrome cérébelleux. Je veux tenir mon crayon. Je le vois, mais je tends ma main plus loin que le crayon. Et j'ajuste par tâtonnement à la vue pour vraiment avoir le mouvement bien mesuré et bien précis pour tenir mon crayon. C'est une dysmétrie. Et il y a une adiadococinésie, c'est-à-dire une impossibilité d'exécuter rapidement des mouvements alternés. Par exemple, quand on joue du piano, si notre cervelet est atteint, on va pas pouvoir avoir cette capacité d'établir des mouvements alternés dans un programme moteur qu'on a appris, par exemple. Il y a un tremblement, mais pas au repos, c'est quand on fait le mouvement. Et ça différencie la maladie de Parkinson ou bien certains aspects de la maladie de Parkinson concernant les tremblements avec le syndrome cérébelleux. Dans la maladie de Parkinson, quand on fait un mouvement, on ne tremble plus, le tremblement est au repos et le siège de cette régulation qui est atteinte, c'est dans les noyaux gris centraux et non pas dans le cervelet chez les Parkinsoniens. S'il y a des perturbations dans le cervelet, des lésions dans le cervelet, on a un tremblement quand on fait le mouvement et non pas au repos. D'accord? Aussi dans un syndrome cérébelleux, tout ce qui se rapporte à la motricité, même la parole, peut être atteinte. Voilà. Qu'est-ce qui permet à ce cervelet de pouvoir jouer ce rôle? C'est les informations qui lui arrivent à partir des voies ascendantes. Comme vous voyez, les faisceaux ascendants qu'on a étudiés, tous, ils envoient des contingents vers le cervelet. Il y a même 2 voies à part entière dédiées à relayer l'information à partir de nos propriocepteurs, et je parle des voies spinocérébelleuses, rien que pour le cervelet. Donc, on peut dire que le cervelet, c'est une structure qui est responsable d'une certaine proprioception, mais inconsciente. La proprioception, on la sent dans le cortex somesthésique. On sent où sont les différentes parties du corps. Quand ces informations arrivent au cortex, on a la sensation, la proprioception. Mais toutes ces informations à partir des proprioceptions arrivent au cervelet, mais là, on n'a pas une sensation. Le cervelet va les utiliser, ces informations proprioceptives, pour assurer son rôle dans la coordination de la motricité volontaire quand il va envoyer tout ce qu'il a intégré vers le cortex moteur pour que les mouvements soient bien coordonnés, soient bien précis. On peut même corriger un mouvement. On est en train de marcher, il y a un trou, il faut faire un pas à gauche, à droite pour éviter de tomber dans le trou. C'est le cervelet à partir de tous nos sens, notre vision, notre audition, etc. À partir de toute une intégration cérébrale, il va recevoir une information, regardez, le rouge, à travers les noyaux pontiques, ils vont arriver au cortex cérébelleux, il va les intégrer et il va renvoyer ce qu'il a intégré au cortex moteur,
aux structures motrices supérieures pour apporter sa part dans l'établissement d'un programme moteur adéquat. D'accord? Qu'il soit volontaire quand on parle des structures motrices supérieures ou qu'il soit involontaire parce qu'il va aussi renvoyer des informations vers les noyaux pontiques, vers les voies, regardez le noyau rouge, la voie rubrospinale, les voies extrapyramidales aussi, il va envoyer des informations à ces voies extrapyramidales, il va participer à la régulation de l'équilibration qui est involontaire et du tonus musculaire qui est involontaire. Voilà, donc je vais terminer sur ces afférences du cervelet. Donc on a dit que tout passe par le pont. À partir du cortex, toutes les informations sensorielles et motrices vont arriver au cortex cérébelleux par des voies corticaux, comme leur nom l'indique, cortico-cortex, ponto-pont, cérébelleux, cervelet. Donc, les influx émis par le cortex cérébral sont transmis par des voies descendantes, donc au pont, qui les relaie au cervelet. Aussi, ce cortex cérébelleux va recevoir toutes les informations, comme je vous ai expliqué, à partir des propriocepteurs, par les voies ascendantes, lemnicales et spinocérébelleuses. Et là, il va être un centre d'intégration de la proprioception inconsciente pour pouvoir corriger un mouvement, pour pouvoir réguler l'équilibration, pour pouvoir contrôler le tonus musculaire, ou bien corriger, coordonner, réguler la motricité volontaire par les voies motrices supérieures. Il doit être informé de toutes les informations aussi bien sensorielles et motrices qui viennent du cortex que des propriocepteurs de notre musculature squelettique, et je veux dire les récepteurs, les fuseaux neuromusculaires et les récepteurs articulaires et tendineux. D'accord? Et comme je vous ai dit, pour régler l'équilibration, il reçoit des informations toujours via le tronc cérébral à partir du vestibule. Voilà. Une fois il a intégré toutes ces informations, pour pouvoir assurer son rôle de coordinateur, de contrôleur, de régulateur, etc., etc. À partir, donc l'intégration se fait au niveau du cortex cérébelleux, de la substance grise, qui va relayer l'information au niveau des noyaux cérébelleux. Là aussi, il y a un autre niveau d'intégration et les informations vont ressortir toujours dans les pédoncules cérébelleux pour regagner le cortex moteur qui lui va intégrer les informations que le cervelet a induit, d'accord? Ça se fait via le thalamus. Il n'y a pas un pont direct. C'est toujours via le thalamus, vers les voies motrices, vers les centres moteurs supérieurs qui vont établir le programme moteur, corriger le programme moteur, tout ce que vous voulez, et ils vont se projeter vers les voies motrices pyramidales, extrapyramidales, vers la moelle épinière. Et là, c'est le rôle dans la régulation, la correction, la coordination du mouvement volontaire, la précision du mouvement volontaire. Toujours à partir de ces noyaux cérébelleux qui ont reçu l'intégration à partir du cortex cérébelleux qui a reçu les afférences dont on a parlé, les informations vont se projeter vers les noyaux des voies extrapyramidales au niveau du tronc cérébral et qui vont les relayer vers les motoneurones de la moelle épinière. Et là, c'est le rôle dans la régulation et dans l'équilibration et le contrôle du tonus musculaire. Voilà. Bon, schématiquement, ce cervelet qui va recevoir à partir des propriocepteurs et aussi à partir des récepteurs au toucher, tout le Gol-Eburdac et le spinothalamique, ils envoient des informations au niveau du cervelet, d'accord, des collatérales au niveau du cervelet. Donc, Gol-Eburdac, spinocérébelleux, vestibulaire, donc à partir de tous ces propriocepteurs et les autres modalités sensorielles, à partir des structures motrices supérieures par le cortico-ponto-cérébelleux, le cervelet va intégrer et il va renvoyer via le thalamus au cortex moteur qui lui va relayer vers la moelle épinière par les voies motrices pyramidales et extrapyramidales et d'autres projections vont sortir au niveau du tronc cérébral vers les noyaux des voies extrapyramidales et vont être relayés jusqu'aux motoneurones de la moelle épinière pour la régulation du tonus et de l'équilibration.